Mesdames, Messieurs, bonjour, chers amis, bonjour. Grand plaisir, bien sûr, aujourd'hui de vous parler de fabrication additive et de vous parler de nos travaux, de nos équipes et du pôle de Saint-Dié-des-Vosges. Simplement, permettez-moi juste avant de saluer des grands contributeurs à mes côtés, fondateurs, je dirais, du pôle de Saint-Dié-des-Vosges, Christian Pierret, qui interviendra tout à l'heure, qui est avec nous devant, Robert Ménard, je crois que Robert est quelque part là aussi, grand témoin, Michel Pelletier, président du conseil de surveillance, Jean-Michel Moncourt à mes côtés depuis toujours, je dirais, et puis Marc Michel, bien sûr, conseiller qui nous a rejoint également. Voilà, donc je voulais faire ce tout petit détour et vous emmener d'abord, avant la fabrication additive, vous emmener d'abord un peu, si tout fonctionne. Voilà, nous y sommes. Donc d'abord en virtuel, puis en réel, je l'espère, à Saint-Dié-des-Vosges. Donc voilà notre pôle. Notre pôle, ce sont des structures qui fonctionnent sur une seule spécialité, qui est le développement numérique, le développement rapide de produits. À partir de, à l'origine, 1991, donc plus de 25 ans maintenant, CIRTES, qui est une ESA en recherche et développement, une école d'ingénieurs INSI que nous avons créée 10 ans après, donc qui forme des ingénieurs des mines Nancy, dans cette spécialité toujours du numérique, de la fabrication additive, de la chaîne, et puis une plateforme d'innovation labellisée en 2011, qui a comme objectif d'industrialiser, de porter des pilotes d'industrialisation de ces technologies. Et puis nous accueillons depuis l'origine quelques startups. J'ai laissé quelques logos, vous voyez, Actarus historique, et puis un peu plus récemment Aster 3D autour des prothèses. Et puis plus récemment, Pierre Icahn est avec nous, ces femmes. Alors juste un peu d'histoire pour effectivement revenir dans le sujet que nous allons évoquer. La fabrication additive, l'impression 3D, en fait, la naissance, c'est milieu des années 80. Des travaux que je citerai tout à l'heure à Nancy, par exemple, donc vous voyez 85, et donc c'est à cette époque-là que nos équipes initiativent un procédé, donc on est parti d'un procédé que je vais présenter tout à l'heure parmi d'autres, initiative donc de créer un centre d'ingénierie et de recherche pour développer le procédé. Voilà en fait la fibre initiale, et puis là vous voyez les différentes étapes clés que j'ai évoquées tout à l'heure, avec quelques étapes industrielles assez lourdes, et puis des partenariats, mais aussi des financements, et puis récemment cette labellisation INORI avec le soutien très important de la Caisse des dépôts autour de nos travaux. Voilà, donc je passe très vite. Voilà à quoi ressemble le CIRTES, son métier recherche et développement, un établissement dans le sud-ouest à Carmont. L'école d'ingénieurs, donc partenaire de l'Institut Mines Télécom, forme des ingénieurs Mines Nancy. Et notre plateforme d'innovation qui regroupe, vous voyez, 18 associés autour d'une SAS, aujourd'hui un capital relativement important, de plusieurs millions d'euros, et donc le soutien de la Caisse d'épargne et de la Caisse des dépôts comme financeurs. Voilà, donc pour rentrer dans le sujet, ça a été évoqué tout à l'heure déjà, je crois qu'on ne peut pas parler de fabrication et de fabrication additive en particulier sans parler finalement du cycle de vie, du cycle de développement de produits qui, comme vous voyez, part de l'analyse du besoin, pré-développement, développement, industrialisation. On sait qu'il y a des maillons plus ou moins difficiles, évidemment, que le produit soit un rasoir, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, que ce soit une partie d'un train, pour aller en production, en commercialisation, évidemment, en utilisation du produit, avec un certain degré de satisfaction, et puis jusqu'à la destruction. Donc le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que la fabrication additive que je vais vous présenter après, finalement n'intervenait au départ que dans la phase, grosso modo, de pré-développement-développement, intervient aujourd'hui plus en amont sur l'analyse du besoin. Quand on parle déjà de concept, on peut faire émerger et figurer des concepts en 3D, mais intervient dans le développement, de plus en plus, vous voyez, en aval, dans la production, on va voir par les outillages,
dans la commercialisation, par la présentation du produit, l'emballage, dans l'usage du produit, se développe énormément aujourd'hui par la maintenance, et donc ces outils-là sont très très utiles, c'est même un des secteurs finalement pratiques d'application très intéressant, et voire, je n'ai rien mis pour la destruction du produit, mais on peut imaginer évidemment là aussi des applications. Alors, simplement d'abord le concept. On parle souvent de fabrication additive, on parle souvent de couches, et puis on dit tiens, ça a toujours existé, on a toujours empilé des couches. D'ailleurs, quand on regarde une cathédrale, quand on va regarder une falaise, on voit bien des couches, hein, les unes sur les autres. En fait, le concept au départ ne peut exister, donc c'est une première notion importante, ne pouvait se mettre en place, en œuvre, que depuis à peu près 1990. Tout simplement parce qu'on part d'un modèle numérique. Il n'y a pas de fabrication additive sans qu'il y ait en amont une démarche de conception numérique. Donc on va partir d'un fichier numérique. Je fais souvent l'analogie, à l'époque, nos collègues médecins travaillaient sur le scanner du corps humain dans ces mêmes époques-là, hein, avec une démarche un peu inverse de la nôtre. Donc en fait on part d'un fichier numérique, et la grande nouveauté dans ces années-là, c'est qu'on va pouvoir le trancher numériquement. Donc on va pouvoir aller à l'intérieur de la matière. Alors que jusque-là, on pouvait reproduire des pièces à partir d'un bloc capable. Comme le sculpteur taille dans un bloc, comme l'usineur taille dans un bloc de bois ou de matière. Donc ce qui est nouveau, c'est que virtuellement, on va trancher la pièce que l'on veut, pour l'instant virtuelle, que l'on veut reproduire. Et après l'avoir tranchée, donc il y a toute une démarche évidemment, pas n'importe comment, on va la reproduire réellement, donc physiquement, à partir d'un empilage de couches. Donc on va venir empiler des couches les unes sur les autres, donc ça veut dire qu'en empilant, on va obtenir autant, même plus, je dirais, l'intérieur que l'extérieur de la pièce. Donc premier intérêt majeur, on va pouvoir faire des pièces très complexes, intérieures et extérieures, et quasi sans limite, et du coup, on va pouvoir les faire entièrement numériquement. Alors si la pièce est à reproduire, un objet, un vase, hein, une pièce d'art. Là, on n'a pas le fichier numérique. Donc, dans ce cas-là, on va faire de la rétroconception, mais c'est obligatoire, sinon je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on va la numériser, on va la digitaliser. Hein. On va donc créer un fichier numérique puisque la pièce n'existe que physiquement. Donc, voilà pourquoi ça ne pouvait effectivement pas exister auparavant. Alors maintenant, pour reconstruire, parce que souvent on part de là dans l'analyse, mais pour reconstruire maintenant la pièce en 3 dimensions, on a à l'époque, les uns les autres travaillant sur ces métiers-là, regardé ce qui était à notre disposition dans le monde. Hein. On a évoqué tout à l'heure les ressources, les ressources naturelles. On a des minerais, on a du pétrole, on a de l'eau, je dirais aussi. On pourrait y réfléchir pendant un moment. Donc on va pouvoir utiliser les matériaux à l'approche liquide, à partir de liquide, c'est-à-dire principalement des résines, à partir de poudres, qui seront des poudres de polymères, qui seront des poudres de métaux, qui sont des poudres voire de bois, ou bien à partir d'une approche solide, c'est-à-dire de fils, de feuilles ou de plaques. Et ces derniers, fils, feuilles et plaques, sont déjà industriellement très très diffusés. Et ça a été, vous allez voir, notre approche, on est parti, nous, de plaques qui existent dans des matériaux très très différents. Voilà, donc en fait, tout est planté, on est dans les années 80 et ça n'a pas bougé depuis. Donc maintenant, comment obtenir des liquides, des poudres et des solides pour rentrer dans l'impression 3D? Les applications, et vous allez voir, c'est aussi quasi chronologique, les applications initiales, je disais tout à l'heure, sont des maquettes d'abord, prototypes. Donc le prototype, la maquette, on peut dire, en fait, il va être détruit ensuite, c'est éphémère, puisque ça ne sert qu'à concevoir. Donc très vite, la question s'est posée de pouvoir faire des pièces réelles. Des pièces, c'est-à-dire cette pièce que vous achetez quand on achète une caméra, un micro et mon grille-pain de tout à l'heure. Donc à partir de ce moment-là, il y a 2 voies pour réaliser des pièces, c'est-à-dire des pièces séries. Soit on les fabrique directement, la dernière voie. Fabrication rapide, directe. C'est pas encore trop développé, on va voir tout à l'heure pourquoi. Soit on rentre à nouveau dans l'industrie lourde
qui est l'industrie de la plasturgie, de la fonderie, de la mise en forme. Et là, on va rentrer dans l'industrie lourde en passant par le négatif, par le modèle, par l'outillage. Donc en fait, c'est vraiment en ce moment un développement très très important qui consiste à déverrouiller les gros process industriels lourds. Exemple, l'injection des polymères. Une presse injectée, c'est quand même assez monumental, mais au cœur de la presse injectée, il y a une forme creuse, un outillage. Donc là, l'idée a été, et on va le voir apparaître chronologiquement, vous voyez, on est parti application du prototypage 90, on va dire à peu près. Jérôme Signy est avec nous ici cet après-midi. Signy à Nancy, je crois que c'est dans les années 92-93 que la première machine est entrée. Donc les industriels s'y intéressent, il commence à y avoir du service déjà. Et là, le grand public ne sait toujours pas que ça existe, bien sûr. On ne parle pas d'impression 3D, on parle de prototypage rapide à l'époque. L'outillage arrive à peu près vers les années 95-96. On a fait, et c'est passé inaperçu, on a fait à Saint-Dié-des-Vosges une journée avec l'Anvar à l'époque sur ce thème de l'outillage rapide. On réalisait chaque année, pendant 10 ans, on a fait ça, les rencontres internationales virturéales. Voilà. Donc un des thèmes a été l'outillage rapide. Et puis la fabrication rapide ou fabrication directe arrive en 2006, c'est-à-dire là, on fabrique. Il n'y a plus de procédé conventionnel, plus d'outillage. On fabrique directement des pièces en 3 dimensions. Voilà, alors, rassurez-vous, on ne va pas tout décoder, je ne vais pas rentrer dans la chaîne. Sachez que notre métier, et pour rentrer dans l'usine du futur, c'est quand même un métier de chaîne numérique. Vous voyez, cette chaîne numérique, elle part d'abord de la modélisation. Si on ne sait pas modéliser, on va donc voir les limites du grand public. Si on ne sait pas modéliser, on ne peut pas créer ce fichier numérique. Ensuite, il faut le convertir. En fait, il va pas pouvoir rentrer directement dans la fabrication additive aussi facilement que ça. On va le convertir. On va préparer la fabrication additive parce que d'un procédé à l'autre, il y aura quand même des préparations. C'est pas quand même un photocopieur papier où j'appuie sur un bouton et la pièce sort. Il y a de l'ingénierie, bien sûr. Donc, il va falloir préparer, générer des parcours, fabriquer, et industriellement, on ne fait rien sans contrôle et sans bouclage. Sur le modèle numérique initial, la pièce physique et en boucle. Et là, on a une chaîne numérique entièrement bouclée. Un problème majeur qui nous poursuit depuis 25 ans, c'est qu'en fait, pour pouvoir parler de toutes les CAO, on a dit tout à l'heure Katia, Top Solid, Solid Edge, ainsi de suite, vous avez, bon, il y a eu un gros ménage de fait, mais il y a encore bien 10-12 solutions mondiales de conception assistées par ordinateur, dont une ou deux un peu grand public. Ces 10 ou 12 doivent parler avec cette famille de procédés, c'est-à-dire maintenant des dizaines, cinquantaines, centaines de machines différentes qui font de la fabrication additive. Pour faire ça, au départ, le trait de génie de 3D Systems, ça a été d'aider l'américain, ça a été d'aider à créer un format d'échange. Mais qui dit format d'échange dit réduction, c'est-à-dire toutes les CAO, donc maintenant, proposent pour n'importe quelle pièce ce format d'échange intermédiaire. Et lui, il va parler, va causer avec toutes ces machines. Inconvénient majeur, une fois qu'on est descendu, on ne remonte pas. Donc, dans une chaîne numérique, ça pose quand même des soucis parce qu'on va modifier dans les entreprises. Les techniciens ingénieurs savent bien, entre la définition du bureau d'études et puis ce qu'on produit au bout, il y a énormément de modifications. Donc, si on veut avoir une plateforme numérique complète, il faut faire sauter ce verrou. Et une façon de faire sauter ce verrou, je pense que je vais le voir voilà, sur la diapo suivante, c'est de travailler directement en natif de la CAO. Donc c'est en train de se faire, c'est en train de remonter, c'est-à-dire que dans les conceptions assistées par ordinateur, vous n'avez plus qu'une station de travail aujourd'hui, et on va pouvoir entièrement piloter la fabrication additive et entièrement piloter toute la robotique qui est autour. Chargement, déchargement des pièces, chargement, déchargement, évidemment, des machines. Alors cette expérience, la première, elle est saluée par un PIA. J'en profite puisque Tahar Meliki est avec nous, par un projet d'investissement d'avenir, donc labellisé par l'AIF. Et donc, c'est avec nous Missler Software, qui est dans le monde le numéro 1 ou 2 de la CAO,
qui produit une solution top solide, d'ailleurs qui est installée, une des succursales est à Nancy. Et donc c'est avec Mistler Software 100% français, qu'avec une techno 100% française, nous avons développé la première plateforme directe de conception, fabrication additive et pilotage de robots. Maintenant, si je reviens à la base de la fabrication additive, en fait, tout est né entre 84 et 94. En fait, les brevets qui sont là sont les brevets de base. Il y a eu beaucoup de brevets après, bien sûr, d'applications, mais les brevets de base sont là. Je salue Jean-Claude André. Je ne sais pas si Jean-Claude est avec nous dans la salle, il avait prévu de venir. Par derrière, quelque part là-bas, mais oui, je le vois. Je n'avais pas repéré de nœud papillon, donc je n'avais pas pu l'identifier. Voilà, donc Alain Leméouté et Olivier De Witte, en 84, inventent la photopolymérisation, c'est-à-dire créer un petit volume de résine dans un bac de liquide, ce qui a permis de créer la stéréolithographie. Et donc ces travaux sont anciens, les nôtres également le sont, et puis je vais y revenir tout à l'heure, des travaux beaucoup aux États-Unis, qui ont donné donc aujourd'hui 7 familles de base qui sont maintenant normalisées. C'est récent. La norme, et c'était important d'y être, la norme en fabrication additive date de 2015, après des années de travaux. Il y a 7 familles normalisées que je vais vous présenter, qui sont maintenant classées. Donc la deuxième idée reçue, l'impression 3D, la fabrication additive, c'est pas un procédé. On entend souvent ça, on nous rétorque souvent, on nous fait souvent cette remarque. C'est déjà 7 familles, et vous avez vu tout à l'heure à partir de quelle matière nous sommes partis. Voilà. Alors, ces 7 familles, les voilà, je vais vous les présenter plutôt en images. Donc, j'ai effectivement le plaisir de présenter mon collègue Alain Bernard. Donc, Alain, il est à Nantes, que nous faisons, nous, ici, dans le Grand Est. Et Alain travaille avec moi sur ces technologies-là, avec nos équipes, depuis les mêmes époques, a créé l'Association française de prototypage rapide. Nous y étions, on est en 92. Première conférence à l'École centrale de Paris, ça n'intéresse presque personne. À cette époque-là. Et donc, Duno nous a demandé de faire un ouvrage qui est sorti là, donc là, il y a peu de mois maintenant, un ouvrage de référence pour l'industrie et un peu plus large, pour tous ceux qui s'intéressent finalement à ces technologies. Voilà, donc je vais prendre ces 7 familles. Alors, une image simple, très rapide. On a dit on part de liquide. Ben, c'est la première famille. Je viens d'évoquer, c'est la stéréolithographie. Donc en fait, on va faire naître la matière, toujours au départ tranchée. Donc on va recréer des couches, et on va recréer des couches à partir d'un bac de liquide, d'un bac de résine. C'est soit un laser qui, point par point, vient faire des petites gouttelettes de matière, soit maintenant, carrément, un masque. Un peu à l'image de ce que vous pourriez faire sur un vidéoprojecteur. On crée un masque et en une fois, une lampe UV vient flasher une couche. Et tous les dixièmes, à peu près, on va monter les couches les unes sur les autres. Vous voyez des applications ici, en général des pièces assez fines, avec des détails assez fins, qui peuvent maintenant, au départ, c'était contenu dans mes mains, là, et qui peuvent maintenant, avec des machines assez puissantes, atteindre un demi-mètre, sans trop de difficultés. Le deuxième procédé, c'est la projection de gouttes de matériaux. Et là en fait, on a une tête, comme un peu une tête jet d'encre, et cette tête, elle va balayer la surface de travail. Souvent, c'est une sorte d'ascenseur qui va descendre au fur et à mesure que la matière se constitue. Et là, en balayant, en fait, on va projeter des gouttes de cire principalement. Ça permet de faire des petites pièces en cire perdue. Donc les joailliers, bijoutiers, tous ceux qui font des pièces bagues, ainsi de suite, pendentifs et tout ça en or, en argent, utilisent ces technos-là. On en a une tout près du centre qui utilise ça depuis 20 ans déjà, sur le plan industriel, réellement. Voilà, donc on projette des gouttes de matière. Bon, ça peut être aussi des résines, et auquel cas, après, il faut faire un flash pour venir de nouveau faire la polymérisation de cette résine. Voilà. La troisième famille, on projette un liant sur une poudre. Donc là, le bac de la machine, c'est un bac de poudre. Et là, la tête que vous voyez là-haut, en fait,
fait toujours pareil, balaye aller-retour la surface, et sur la poudre, elle vient mettre de la colle là où on veut que ce soit solide. Donc le reste, ça sera de la poudre qu'il faudra éliminer une fois que le balayage complet sera exécuté. Donc de la colle, alors ça, c'est le 3D printing. En fait, l'impression 3D, c'est ça au départ. Ça vient de ça. Le terme, il vient de cette démarche américaine du 3D printing. Il ne vient pas du fil qu'on voit aujourd'hui dans le grand public, qui est dans les procédés après. Il est issu de cette technologie. Alors pourquoi? L'analogie est facile, parce qu'en fait, cette tête-là, c'est carrément une tête jet d'encre. C'est une tête HP. Et sur la machine que nous avons au CIRTES, la tête, en fait, on achète une cartouche HP, il y a donc des couleurs dedans. On a un petit système, on vide l'encre, on rince, et à la place, on vient mettre de la colle. C'est la machine Z-Corp, l'inventeur américain, fabricant de cette technologie-là. Donc vous voyez, c'est très différent, évidemment, des deux technos précédentes, et retenez donc que l'impression 3D, c'est bien ça. Voilà, je vais maintenant accélérer un tout petit peu. Solidification de poudre sous l'action d'une source laser. Alors en fait, c'est cette fois toujours un bac de poudre. C'est un laser qui vient fondre directement la poudre. Soit un polymère et une autre poudre associée, soit directement de la poudre, voire de la poudre de métal. Donc avec cette technologie-là, déjà, on va pouvoir accéder au métal. Technologie suivante, c'est la projection en fait de matière. On a une poudre qui va traverser une buse et en traversant, on va venir la liquéfier. Donc on va venir carrément projeter du métal, couche par couche. Donc c'est du métal issu de poudre ou issu de fil. Grand Est, c'est une technologie qui actuellement est développée à l'IREPA laser de Strasbourg. Donc dans les technologies natives en ce moment du Grand Est, il y a la nôtre, je vais venir, et puis il y a cette technologie de l'IREPA. Voilà, et puis la sixième famille, c'est le fil évoqué tout à l'heure, c'est le plus ludique que vous connaissez dans le grand public. Depuis l'origine, c'est très ludique ce procédé-là. Tout simplement, il n'y a pas de laser, il n'y a rien, c'est une buse chauffante qui vient fondre un fil. Alors, c'est pas tout à fait par couche, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas, c'est continu, un peu comme un tricotin à l'image. Donc on va créer la surface, et là, on va utiliser un matériau à partir d'une bobine de fil. Voilà. Dernière famille, on assemble du papier, un système qui s'appelle LOM. On colle des feuilles de papier. On collait, je vais dire, il a quasiment disparu ce procédé-là, parce qu'en fait, c'était très très difficile d'extraire la pièce. C'est un procédé que nous avons également, mais difficile d'extraire la pièce. Et puis donc notre procédé de stratoconception, où nous sommes, nous, partis en fait de matériaux en plaques. Donc tout simplement pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, parce que les plaques, c'est finalement la représentation de la matière qui est la plus industriellement diffusée des bois, des polymères et des métaux. Et donc bien sûr, à partir du moment où on aura mis en panoplie ces couches qui deviennent du coup des couches 3D, comme les plaques sont épaisses, on a été contraint de réaliser des couches avec directement le profil de la pièce. Alors que dans les 6 autres procédés que je vous ai présentés avant, les couches sont 2D. Et pour avoir de la finesse, on les fait très très fines, très très peu épaisses. Donc on a toujours cet effet un petit peu de courbe de niveau. Là, nous, on était quand même, je vais dire entre guillemets, coincés. Donc on a dû innover, donc on a dû créer des couches en 3D. Vous voyez là un siège, et vous voyez là, en bas, un outillage pour les fonderies Broussval. Et ça fait 2500. Donc Jérôme Fini connaît bien ces pièces-là. Ce sont des pièces industrielles très très lourdes. Voilà, et puis une innovation qui sort un tout petit peu des familles précédentes, mais qui est aussi bien sûr classée dans la fabrication additive. On a dans nos équipes innové pour proposer un procédé non plus de création ni de la pièce, ni de l'outil, ni de la pièce directe, mais cette fois du négatif, c'est-à-dire de l'emballage. Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas bien à envoyer nos pièces, on fabrique des très grandes pièces, on n'arrivait pas à les envoyer chez les donneurs d'ordre, ça arrivait toujours un peu mal. Donc, comme on avait le fichier numérique, on s'est dit on va créer un contre numérique, et ce contre numérique nous a permis de créer la solution et application Pack & Strat. Vous voyez la prestigieuse application retenue par Bugatti à Molsheim pour emballer aujourd'hui toutes les pièces de Chiron et de Véron. Voilà. Alors, comment ça se présente? Une imprimante grand public,
une imprimante plutôt professionnelle qui peut aller dans un bureau d'études ou dans une entreprise, et puis des stations, en fait, qui sont, cette fois, X mètres de toutes les technos, toujours. Hein. J'ai que 3 exemples. Hein, pratiquement toutes les technos existent dans les 3 familles de représentation. Donc on pourrait avoir une machine qui coûte aujourd'hui sur du fil quelques centaines d'euros, pour avoir quelque chose quand même d'un peu sérieux, jusqu'à un demi-million, voire 1 million d'euros. Voilà. Alors notre plateforme sur le site de Saint-Dié-des-Vosges, je vous y invite évidemment très volontiers, c'est d'abord l'ensemble des technos. On a aujourd'hui 7 familles représentées, mais c'est aussi le reste de la chaîne. Je vous ai dit, on ne peut rien faire sans CAO, on ne peut rien faire sans simulation numérique, sans numérisation. Et alors, j'ai remis en bas l'usinage, c'est-à-dire l'enlèvement de matière, tout simplement parce que plus ça devient industriel, plus on peut faire des pièces, mais plus il faut quand même une finition. La finition, la super finition, ça reste l'usinage. Donc une pièce de fusion de métal, elle est toujours faite, c'est un brut, elle est toujours faite finalement en aval par une finition au niveau de l'usinage. Je vais juste zapper le bilan, on y reviendra à la table ronde. Vous voyez, je vous ai proposé un bilan pour le prototypage rapide, nouveaux matériaux, vous voyez, coût, réduction des délais, des pièces de plus en plus grandes. Pour l'outillage, l'intégration d'intelligence. Alors ça, c'est vraiment le point important, puisqu'on a des couches, on va placer à l'intérieur de la matière des capteurs, par exemple. On va pouvoir faire des pièces de plus en plus complexes et évidemment diminuer les délais. Et puis en fabrication directe, c'est faire en fait des pièces de plus en plus complexes avec finalement le moins d'assemblage. Une pièce, par exemple, peut en remplacer 2, 3, 4, 5. Donc l'intérêt là est évident. Et pour le grand public, évidemment, on va pouvoir fabriquer dans les Fab Labs. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Et toujours pour aller un peu dans le futur, je vous propose, vous voyez, ces mots-clés. Notion de filière, notion d'artisanat numérique, ces notions de formation. Voilà. Et surtout, un très grand plaisir de vous accueillir à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà.